Chers amis, bonsoir et bienvenue à tous pour cette nouvelle rencontre avec notre ami, maintenant nous pouvons le dire désormais, notre ami Michel Kenmoué. La semaine dernière, nous étions ensemble autour d'un thème très important qui voit sa suite aujourd'hui puisque nous allons parler des langages de l'amour. Alors Michel Kenmoué, bienvenue et que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Alors, nous allons nous intéresser à une question qui fait débat dans presque tous les couples, dans tous les foyers où quelquefois les modes de communication incompris ou pas bien compris créent des frustrations dans la communication. Et alors, j'aimerais poser une première question. Euh, Est-ce que les femmes ont un langage plus adapté à l'amour que les hommes? Bonsoir, pasteur, et merci pour le privilège de cette rencontre, de ces échanges. Bonsoir aux frères et sœurs avec qui nous suivons ensemble ce programme. Déjà, commencer par dire que, pasteur, plus nous avançons dans ce programme, plus je sens toute l'importance que nous puissions vraiment avoir une pensée pour les familles qui, du fait effectivement de la non-maîtrise de ces techniques de communication, sont obligées de vivre le martyre. Il y a beaucoup de familles où cette vision idéalisée de la relation de couple n'a jamais vu le jour. Et il y en a beaucoup qui sont passés de divorce en espérant que dans le prochain, c'est le prochain que ça va marcher. Et qui finalement aussi, même dans le prochain, n'ont toujours pas reçu. Il y en a qui en sont sortis avec le sentiment que ça ne vaut pas la peine d'être vécu. J'ai une pensée très forte pour toutes ces personnes qui traversent. Et je reste confiant que l'Éternel, le Dieu que nous adorons, a une solution, a des voies et moyens pour nous aider à pouvoir recoller ce qui peut sembler complètement perdu. Et si, au travers de ce programme, ceci peut être notre modeste contribution pour aider les familles qui le peuvent encore, de pouvoir non seulement rester ensemble, mais aussi celles qui peuvent en profiter pour pouvoir se reconstruire, de pouvoir en bénéficier. Je pense que ce n'est pas une contribution sans valeur. Donc, pour revenir donc à ce que vous avez dit tantôt, à la question que vous avez posée, est-ce que les femmes sont plus aptes à pouvoir communiquer en termes d'amour que les hommes? La réponse est certainement sans aucun doute, non. Entre l'homme et la femme, il n'y a pas une personne qui soit beaucoup plus apte à communiquer. Je pense que chaque partenaire dans une relation de couple se doit d'apprendre les techniques de communication, se doit d'apprendre les techniques pour mieux communiquer à l'autre, surtout pour ce qui est de la communication qui participe, bien entendu, à améliorer le vivre ensemble. Donc, l'exercice d'apprentissage pour pouvoir développer son potentiel et être capable de mieux communiquer doit être un exercice de chaque partenaire. Il serait hasardeux de se dire parce que je suis homme ou parce que je suis femme, je suis plus apte à pouvoir le faire. Donc, en conséquence, j'ai pas besoin de développer mes capacités sur ces questions. Non, je crois que ce serait une erreur. Certains, de par leur formation, peuvent avoir, bien entendu, des capacités beaucoup plus élevées pour pouvoir aborder la question de la communication dans le couple.
Mais toujours est-il que chacun de nous doit pouvoir apprendre, doit pouvoir développer ses capacités pour pouvoir mieux réussir l'expérience de la communication dans le couple. Mais si nous agréons une différence entre l'homme et la femme, pourrait-on penser que la différence de langage aussi peut prédisposer l'un ou l'autre genre à exprimer l'amour de manière plus efficace? Alors, je pense que la question de l'efficacité de l'expression de l'amour, euh, ce n'est pas lié au genre qu'on a. Ce n'est pas parce qu'on serait homme, parce qu'on serait femme. La question de l'efficacité de l'amour est plus fonction de notre capacité à pouvoir identifier quel est le langage que mon partenaire comprend et d'ajuster ma technique de communication par rapport à ce langage-là. Et bien entendu, nous avions choisi aujourd'hui de pouvoir parler du langage de l'amour, mais avant d'aller plus loin pour parler des langages de l'amour, pasteur, je souhaite qu'on s'attarde un tout petit peu sur le pourquoi est-ce que nous voulons parler effectivement des langages de l'amour comme étant un point important. En fait, à partir du moment où un couple se forme, le jour où les époux ont signé à la mairie, ou devant le pasteur, ou je ne sais pas, en fonction des pays, ou devant qui que ce soit, où on a formalisé, officialisé la relation de couple, ça ne veut pas dire que parce que vous aviez signé cet acte, que tout est terminé et que désormais tout sera parfait. Il faut encore que chaque jour, vous puissiez entretenir cette relation. Une relation sans entretien est une relation qui est vouée à l'échec. Et parler de langage de l'amour, en fait, c'est un ensemble d'outils qui aident à pouvoir entretenir la relation. En fait, les psychologues ont étudié et ils ont découvert que pour qu'une relation puisse durer, il y a au moins 4 façons de maintenir cette relation. C'est d'abord maintenir la relation vivante, que la relation puisse continuer à être, maintenir la relation dans un certain état. Par exemple, si nous avons une relation où nous plaisons à beaucoup jouer, nous nous plaisons à beaucoup rire, si nous pensons que ce type de relation où nous trouvons beaucoup de plaisir à rire ensemble, à jouer ensemble est important, nous devons trouver les voies et moyens d'entretenir notre relation pour pouvoir garder cet état-là, pour pouvoir permettre à ce que cette condition soit toujours là. Et il y a aussi s'assurer que nous maintenons notre relation à ce que la relation puisse être toujours pour l'un et l'autre une source de satisfaction. Que nous puissions toujours trouver plaisir, soit à être ensemble, soit à nous retrouver. Mais le maintien aussi de la relation, c'est aussi maintenir une relation en réparation. Et là, c'est important que je puisse m'attarder un tout petit peu ici, parce que dans une relation de couple, il peut arriver qu'il y ait un conflit, qu'il y ait un problème, qu'il y ait même de la trahison, qu'il y ait des situations qui soient marquantes et de manière triste. Et que nous décidons à un moment donné, soit de nous réconcilier, soit de nous pardonner et de vouloir avancer. À partir du moment où nous acceptons de nous réconcilier, de demander pardon l'un à l'autre, le maintien de la relation consiste à maintenir la relation, non pas seulement qu'on soit ensemble, mais de maintenir le caractère réparé de cette relation. Par exemple, on sait très bien que personne ne voudrait que parce que
voilà, j'ai fait du tort à mon épouse et que bien mon épouse m'a fait du tort, que je puisse demander pardon et que des mois après, que je sois là en train de revenir sur la même chose pour appeler à mon épouse. D'ailleurs, tu as fait ça tel jour, et je t'ai pardonné, ainsi de suite, tout cela. Ce n'est pas une attitude qui va dans le sens de maintenir la relation réparée. Donc, c'est tout un engagement que de veiller à ce que la relation puisse être réparée. Donc, le maintien de la relation, alors, requiert que chaque partenaire dans le couple puisse adopter des comportements positifs qui favorisent l'approfondissement de la confiance et la proximité entre les personnes, entre les époux, entre les partenaires. C'est-à-dire que tout acte, tout comportement que j'adopte qui va favoriser que notre relation puisse croître en confiance l'un vis-à-vis de l'autre, que notre relation puisse aller être plus profonde en termes de proximité l'un vis-à-vis de l'autre, ce sont des comportements qui sont considérés comme étant des comportements d'entretien et de maintien de la relation. Et il y a, à côté de tout l'exercice que Gary Chapman a eu à faire quand il a écrit Les 5 langages de l'amour, qui était beaucoup plus le fruit de son expérience, de sa longue expérience de plus de 30 ans, aujourd'hui presque 40 ans, en termes de conseil conjugal. C'est un thérapeute des problèmes conjugaux. Il a puisé dans son expérience pour pouvoir écrire ce qu'il a écrit dans Les 5 langages de l'amour. Mais après lui, il y a eu maintenant des études académiques qui ont essayé d'identifier comment est-ce que les gens peuvent réussir à maintenir une relation, à garder une relation en vie, garder une relation toujours dynamique. Et là, une étude qui a été faite par Laura Stafford et Dan Canary, ils ont identifié 5 comportements. Le premier, c'est une attitude positive. C'est le fait que chaque partenaire dans la relation de couple adopte une attitude positive. C'est par exemple le fait d'être gentil l'un vis-à-vis de l'autre. Deuxièmement, c'est une attitude d'ouverture. Par exemple, le fait de dire des choses qui sont très profondes à moi, à l'autre, participe à ce que je puisse m'ouvrir à l'autre. Cela renforce effectivement le maintien de la relation. De pouvoir parler des choses très intimes à l'autre, ça renforce notre relation. La troisième catégorie, ce sont des attitudes d'assurance. C'est-à-dire que toute attitude qui me permet à ce que l'autre se sente rassuré dans notre relation, par exemple, toute attitude qui démontre à l'autre que je tiens à notre relation, que je suis vraiment engagé dans cette relation, ce sont des attitudes qui participent effectivement à maintenir la relation. Il y a aussi les attitudes de socialisation, c'est-à-dire les attitudes qui font en sorte que moi et mon partenaire, nous puissions trouver du plaisir en compagnie de nos amis communs, en compagnie de notre famille. Toutes ces attitudes sont des attitudes qui renforcent effectivement le lien. Et enfin, les attitudes de partage. Le fait de partager quelque chose ensemble, que ce soit des tâches communes à la maison, que ce soit des objets de valeur que nous avons, que j'offre à l'autre, tout cela participe bien entendu à pouvoir renforcer la relation de couple. Et ainsi, il y a Andrew Leder qui a, au regard de ces 5 catégories, il est parti questionner un certain nombre de couples pour que les couples, par rapport à cette catégorie, puissent dire concrètement qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir maintenir leur relation de couple. Quels sont les actes, les comportements qu'on adopte qui peuvent aller dans le sens de maintenir la relation de couple. Et ils ont trouvé 11 comportements majeurs. Ils ont dit le fait de partager ce qu'on a, des objets de valeur, de s'offrir des choses, de se faire des cadeaux, ça participe effectivement à renforcer, à maintenir la relation. Le fait de passer du temps ensemble, manger ensemble, sortir ensemble, tout ça, ça participe à renforcer la relation.
Le fait de passer le temps à suivre, par exemple, un média ensemble, suivre la télévision ensemble, suivre la radio ensemble, participer à des jeux vidéo ensemble, tout ça, certains ont estimé que c'était des choses qu'en le faisant, ça permettait de renforcer leur relation. D'autres ont dit l'affection verbale, le fait de pouvoir affirmer à l'autre régulièrement l'attachement qu'on a pour l'autre. Tu me manques, je t'aime, ainsi de suite. Tout cela, ça permettait effectivement de maintenir cette relation. D'autres ont dit les discussions informelles, c'est-à-dire parler de tout et de rien, avoir du temps où on parle de tout et de rien. Des choses amusantes, des choses pas toujours sérieuses. Et aussi de pouvoir échanger sur des sujets approfondis, des sujets profonds, des discussions profondes sur des sujets importants aussi, des conversations sérieuses, dans le respect mutuel. Ils ont aussi parlé le partage des tâches, le fait que chacun apporte sa contribution à l'accomplissement des tâches qui sont nécessaires au vivre ensemble. L'autre élément, c'est la gestion de conflits. Le fait qu'ils parviennent, et quand il y a une situation de conflit, d'accepter de gérer le conflit de manière à éviter que le conflit puisse s'aggraver. Et les deux derniers, c'est l'affection physique, c'est-à-dire le fait, le toucher, s'embrasser, tout cela, se faire des câlins, se faire des baisers, tout ça, ça participe effectivement à renforcer le lien. Et enfin, sur le plan de la socialisation, d'aucuns ont dit effectivement, le fait de partager du temps avec des amis participait à pouvoir renforcer et maintenir la relation. Donc, cet élément, pasteur, m'amène à dire que le maintien de la relation est l'élément fondamental qui permet à ce qu'un couple puisse continuer à vivre, à s'accepter, à s'aimer, à maintenir un environnement où il fait bon vivre, où il fait bon, où chacun trouve plaisir à y être. Et cela est fondamentalement important pour que le couple puisse véritablement réaliser la promesse de ils sont restés ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Alors, il y a Michael qui voudrait poser une question et peut-être ajouter une 13e attitude. Bonsoir. Bonsoir. Ok, la question que j'aimerais poser par rapport au langage de l'amour, est-ce que la prière peut intervenir pour aider un couple qui a des problèmes par rapport au langage de l'amour? Est-ce qu'on peut introduire aussi la prière à l'intérieur? Bien entendu. En fait, ce que je voudrais dire, que nous avions dit au tout début, nous ne voulons pas que les gens pensent que nous parlons de ces qualités, de ces techniques, tout cela, en oubliant la place de la prière. Dès notre première session, nous avons dit qu'à la base de la relation de couple, surtout une relation chrétienne, c'est d'abord la spiritualité des époux. Donc, la spiritualité des époux est extrêmement importante. Et cette spiritualité, elle ne s'applique pas uniquement à la communication, elle s'applique à toutes les dimensions de la vie du couple. Déjà, il faut dire que le fait de prier ensemble est une forme de communication. C'est une manière de communiquer. Et donc, à mon sens, il serait hasardeux de penser que ces techniques vont pouvoir tout régler sans la prière. Parce qu'à la fin de la journée, nous ne devons pas perdre de vue, c'est que nous sommes des êtres humains déchus. Et quelles que soient toutes les techniques que la science peut nous apporter, il y a des dimensions de nous que ces techniques ne peuvent pas régler. Parce que la réussite de la relation de couple, nous avions dit, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre de deux personnes. Un partenaire peut le vouloir et l'autre ne le veut pas. Et la prière peut nous aider, effectivement, à pouvoir réussir là où les techniques humaines n'ont pas pu. Donc, pour nous,
nous ne sommes pas en train de vouloir opposer ces techniques à la prière. Non, nous disons d'abord la prière et ensuite ces techniques-là qui viennent nous aider à pouvoir améliorer notre relation de couple. Oui, alors certains pensent à la prière comme un exutoire, d'autres pensent à la prière comme une sorte de main courante. Mais bon, la question était par rapport au langage de l'amour. Alors, Michael voudrait peut-être continuer à poser ou compléter sa question. Non, j'ai compris la réponse de l'ancien. Mais maintenant, je me dis, bon, si par exemple la prière n'aide pas un couple par rapport au langage de l'amour, est-ce qu'on peut faire intervenir une autre personne? Pas par exemple un livre, mais une personne tierce qui va parler au couple et aider le couple à mieux se comprendre. Merci, Michael. Si je comprends bien, il y a un souci de communication dans la relation de couple et tu aimerais savoir si on peut faire intervenir une tierce personne pour pouvoir aider le couple à pouvoir avancer. Oui, oui, c'est ça, oui. Premièrement, je dirais que je considère le fait de faire recours à une tierce personne comme vraiment, je considérais comme un dernier recours. Il est toujours préférable à un couple d'essayer autant que faire se peut d'affronter ces défis à deux, entre l'homme, entre les époux, d'essayer de les affronter entre eux. Et déjà, par rapport à la formulation de ta question, quand tu dis si la prière n'a pas réussi, en fait, je ne crois pas fondamentalement que le problème, c'est que la prière n'a pas permis de réussir. Parce que, je veux me tromper, hein, je parle aussi sous le contrôle du pasteur qui est notre guide spirituel sur cette question. Ma conviction intime, c'est que la prière ne nous dispense pas de ce qui est en notre pouvoir. Ce qui est en notre pouvoir, c'est à nous de le faire. La prière ne va pas venir remplacer ce qui relève de nous. Je prends souvent cet exemple, peut-être idiote, de dire je ne vais pas rester là, j'ai mes deux mains pour porter de l'eau et mettre à la bouche et prier pour que l'eau puisse se remplir dans le verre et venir à la bouche. Non, Dieu a mis en mon pouvoir de pouvoir utiliser mes mains pour aller chercher de l'eau et boire. La prière ne va pas remplacer ça. Donc, en tant que couple, nous avons dit que parfois, beaucoup de difficultés dans le couple, c'est parce que une fois mariés, souvent, les époux ne veulent pas apprendre. Or, le refus d'apprendre est déjà un défi qui peut faire en sorte que, voilà, on prie et rien ne change. Mais est-ce que quelque part, on a voulu apprendre? On a voulu se dire, OK, nous avons des difficultés, nous ne parvenons pas. Est-ce qu'il ne faut pas que nous puissions apprendre ensemble pour pouvoir réussir là-dessus? Donc, je crois qu'il faudrait faire appel à des tierces personnes en dernier recours. Et quand on fait appel à des tierces personnes, il ne faut pas penser que c'est la tierce personne qui va résoudre le problème. La tierce personne va certainement, selon mon entendement de ce qui est le rôle d'un conseiller conjugal, c'est que la tierce personne va vous donner des pistes, mais à la fin de la journée, ceux qui vont mettre en œuvre ces pistes, c'est vous, c'est les concernés. La tierce personne peut vous orienter, mais après, la mise en pratique va revenir au partenaire, au couple. Et en ça, je crois, la première responsabilité pour réussir la relation de couple incombe d'abord. J'ai répondu à la question. Oui, alors il faudrait peut-être rappeler à Michael que Jésus a répondu à cette question par rapport à la séparation, au divorce, où il dit, Moïse vous a dit bon, que vous pouvez répudier votre femme, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc, c'est ce qui fait échec à la prière, c'est l'ego, c'est
euh, le désir de ne pas, ou la volonté de ne pas aller plus loin, et en même temps l'accumulation de tous ces souvenirs négatifs qui sont rappelés à tout bout de champ et qui font que la prière n'a pas d'efficacité. Mais n'oublions pas que nous traitons les langages de l'amour, et j'aimerais bien que Michel Kenway nous exprime de manière précise quels sont ces langages qui pourraient aider les couples à avoir une communication plus attentive peut-être. Après avoir donc posé toutes ces bases pour montrer toute l'importance d'entretenir la relation de couple, et pour dire que sans entretien de la relation de couple, il est difficile qu'un couple puisse continuer à persister. Alors, entre en jeu maintenant le comment est-ce que, parce que nous avons cité des attitudes que les gens ont dit que ce sont des attitudes que lorsque cela est mis en œuvre, ça participe effectivement à l'entretien du couple. Mais il a été constaté qu'à l'un, si vous choisissez que vous allez faire des sorties ensemble, il y a des partenaires pour qui ça ne dit rien du tout de sortir ensemble. Il y en a d'autres pour qui c'est tellement important les sorties ensemble. Il y a des partenaires pour qui le fait de s'asseoir ensemble et de bavarder, il y a pour l'un c'est important et pour l'autre vraiment c'est ennuyeux. Et alors, c'est là que vient donc la question de langage de l'amour. Et l'analyse qui a été faite a démontré que dans la manière par laquelle nous exprimons notre amour, nous sommes influencés par la manière par laquelle nous aussi nous avons reçu l'amour, par notre éducation, par l'environnement immédiat, par la manière dont nos parents exprimaient l'amour l'un vis-à-vis de l'autre. Tout cela influence notre manière de faire. C'est les médias aujourd'hui, avec les feuilletons à sensation que l'on trouve, les feuilletons dits chez nous par ici, les feuilletons brésiliens ou l'amour à fleur de peau et tout cela, où on voit comment est-ce que les gens expriment l'amour. Et donc, il y a donc on a vu dans les feuilletons, il y a ceux qui, dans la relation de couple, ont tendance à exprimer l'amour de la manière par laquelle ils l'ont vu dans leur culture, dans leur éducation, par rapport à la manière où eux-mêmes ils l'ont reçu. Et étant donné que nous sommes différents, si j'exprime l'amour de la manière que l'autre ne le perçoit pas, c'est un peu comme si je serais en train de parler bantou à un Haoussa. Il ne comprendra rien. On ne se comprend pas le sentiment d'avoir donné le meilleur de lui-même, mais l'autre aura le sentiment de n'avoir rien reçu. Et ça crée des frustrations. C'est-à-dire que quand on a le sentiment qu'on est en train de tout faire pour démontrer à l'autre qu'on l'aime, et que l'autre en retour ne voit rien de l'effort que nous fournissons pour lui faire comprendre que nous tenons à lui ou bien que nous tenons à elle, ça crée des frustrations, ça crée de la déception, et on a le sentiment que ça ne vaut pas la peine, que la relation ne produit pas le type d'effet que l'on espérait voir dans cette relation de couple. Reconnaître cette différence et être même sincère dans la manière d'exprimer son amour ne va rien changer. C'est-à-dire, le plus sincèrement, et même si nous exprimons notre amour en suivant notre langage, qui n'est pas celui de notre partenaire, quelle que soit la force avec laquelle nous l'exprimons, ça ne va pas changer grand-chose. On aura dépensé un volume important d'énergie, mais le résultat va être certainement loin de ce que nous espérions recevoir en retour. Notre tendance naturelle est d'exprimer notre amour par notre propre langage. C'est-à-dire, si je pense qu'exprimer de l'amour, ou bien si la manière que je souhaite qu'on m'exprime de l'amour, c'est par exemple de faire des sorties, de se tenir la main, tout cela, d'offrir des cadeaux,
j'aurais tendance, dans ma manière d'exprimer mon amour à autrui, à faire exactement cela à l'autre. Mais si l'autre est dans un langage différent, si l'autre ne comprend qu'un langage qui est différent du mien, il va sans dire que nous ne nous comprendrons pas et nous irons de frustration en frustration. Alors, afin d'aider les couples, Gary Chapman, qui est l'auteur des 5 langages de l'amour, a analysé et est arrivé à la conclusion qu'il y a fondamentalement, de son point de vue, de par son expérience, 5 langages de l'amour. Le premier, il a intitulé « Paroles valorisantes ». Le deuxième, il le considère « Moment de qualité ». Le troisième, il considère que ce sont des offres de cadeaux. Le quatrième, c'est « Service rendu ». Et le cinquième, c'est le toucher physique. Certes, il y a des études qui ont beaucoup critiqué les 5 langages de l'amour de Gary Chapman parce que certains estiment que, à l'évidence, ces catégories ne tiennent pas et qu'on ne peut pas cantonner un être humain à une catégorie. Bien que je sois d'accord avec l'idée qu'on ne peut pas faire rentrer un être humain à une seule catégorie, je crois pour ma part que de ces 5 catégories, chacun de nous peut à l'analyse voir qu'il y en a qui soient dominants chez nous. On peut avoir 2 qui soient dominants, mais toujours est-il que nous sommes sensibles à des degrés différents à l'un ou l'autre de ces langages. Et c'est en ça que je trouve toute l'importance de pouvoir parler de ce langage. Mais à la base de la logique des 5 langages de l'amour de Gary Chapman, il dit ceci. Il dit, l'amour n'est pas simplement obtenir ce dont on a besoin d'autrui, mais de faire des choses positives pour le bien-être de l'autre que nous aimons. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que dans la relation de couple, si je me contente tout simplement à vouloir que l'autre fasse pour moi ce qui me permet de me sentir bien, on serait dans une relation d'un amour à sens unique. Pour que l'amour puisse être véritablement, ou bien la relation de couple puisse être véritablement une relation de co-construction et dans laquelle chacun s'épanouit, nous devons être tous animés par le désir de faire à autrui des choses positives qui permettent à l'autre de se sentir bien. Je crois que Marie-Josée voudrait intervenir. Alors, justement, je veux poser la question qui est comment faire pour ne pas arriver à cette frustration quand on est avec son partenaire et on donne, on fait tout ce qu'il faut dans le langage de l'amour et il n'y a pas le retour. Comment faire? Merci beaucoup, Marie-Jo, pour cette question. Alors, déjà dire que dans la logique de langage de l'amour, il ne s'agit pas tout simplement de dire « j'ai donné », que j'ai exprimé tout l'amour, j'ai tout montré, j'ai tout démontré. Ce que Gary Chapman nous dit, c'est que est-ce que je suis en train de parler le langage que l'autre entend dans l'expression, dans la manière dont j'exprime cet amour. J'ai pris l'exemple du Bantou et du Haoussa, qui sont des grands groupes linguistiques au niveau de l'Afrique. Si je parle Bantou à un Haoussa, quelle que soit l'énergie que j'y mets à pouvoir parler et que je trouve que je suis en train de lui dire des choses trop importantes, le Haoussa, quel que soit aussi son sérieux, sa sincérité, il n'entendra rien. Il se rendra compte que je dis des choses, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que je dis. Alors,
tout réside, selon Gary Chapman, dans l'ancien langage de l'amour, à identifier quel est le langage que mon partenaire comprend. Avant de m'engager dans l'exercice de la communication de l'amour, je dois m'assurer que je comprends, que je connais le langage que mon partenaire comprend. Parce que si je n'exprime pas mon amour dans le langage que mon partenaire comprend, il ne comprendra pas. Non pas par méchanceté, non pas parce qu'il ne le voit pas, mais tout simplement parce que ce n'est pas le langage qu'il comprend. Et ce n'est pas juste une réalité pour notre partenaire, c'est aussi une réalité pour nous-mêmes. C'est-à-dire, même si l'autre exprime son amour vis-à-vis de nous, dans un langage que nous ne comprenons pas, nous serons peu réceptifs à ses efforts, non pas par méchanceté, non pas par indifférence, mais tout simplement parce que nous ne le comprenons pas. Et donc, déjà, la première partie de notre programme va être, pendant les sessions qui vont suivre, c'est que nous allons nous attarder sur le langage de l'amour et nous terminerons avec comment est-ce que je fais pour pouvoir détecter le langage de l'amour de mon partenaire. Et donc, avec cet exercice, il sera donc possible de pouvoir, une fois que je sais quels sont les types de langage pour lesquels mon partenaire est le plus sensible, l'étape suivante pour moi consiste à m'adapter. Parce qu'il n'est pas sûr, quand dans un couple où les deux sont sensibles au même type de langage, la difficulté est moindre. Dans un couple où il y a une divergence dans les types de langage, ça demande à ce que chaque partenaire puisse faire l'effort de comprendre le type de langage de l'autre et d'ajuster son langage par rapport au type que l'autre comprend. Et sans cet exercice-là, sans cet exercice de pouvoir connaître quel est le langage ici et à l'autre, ça ne marchera pas. Et ce que je dis là, on peut même l'appliquer à nos enfants. Pour ceux qui ont des enfants, vous vous rendrez compte que vos enfants ne réagissent pas de la même façon à la manière par laquelle vous leur exprimez votre attachement. Il y en a qui sont très sensibles aux mots. C'est-à-dire que le simple fait de dire « je t'aime mon garçon » ou bien « je t'aime ma fille », ça touche fortement et vous verrez, vous voyez directement que parce que vous avez tenu ces mots-là, l'autre réagit avec une grande réceptivité. Mais il y en a d'autres à qui, lorsque vous le dites, sont moins sensibles à cela et sont peut-être plus sensibles lorsque vous revenez peut-être du boulot, vous avez acheté peut-être une glace, un gâteau et que vous lui offrez. Vous verrez que la manière par laquelle il exprime sa joie ou bien son attachement, sa sensibilité à ce que vous avez fait est extraordinaire. Pourquoi? Parce que cet enfant est beaucoup plus sensible à ce langage-là. Et donc, il est donc important pour nous de pouvoir déceler quel est le langage de l'amour de notre partenaire avant de nous engager à fond dans l'expression de notre amour. Alors, je ne sais pas si c'est Gloria ou si c'est Laetitia. Bonsoir. En fait, je ne sais pas si j'ai bien compris la question de Lecture de tout à l'heure, mais je voulais peut-être aller un peu plus loin dans cette question-là. Si on a donc bien compris le langage de l'amour de l'autre, on sait exactement ce que l'autre aime, ce qui le touche, ce qui, et qu'on agit dans ce sens-là et qu'on fait tout, et que la personne est même contente, enfin on se rend bien compte que ça fonctionne, c'est bien ça, son langage, et que la personne apprécie ce qu'on fait pour elle, mais qu'il n'y a pas de retour. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que la personne reçoit et ça lui fait du bien, c'est bien son langage de l'amour, mais il n'y a pas de retour. Compris la question, c'est de dire que j'ai fait l'exercice d'identifier
quel est le langage de l'amour de mon partenaire, je l'ai bien cerné, je sais comment est-ce que je dois m'exprimer dans ce langage que mon partenaire comprend. Je fais l'effort de m'exprimer dans ce langage, mais en retour, mon partenaire ne fait pas d'effort pour me rendre aussi. Alors, il y a deux cas ici. Le premier cas, c'est que peut-être que mon partenaire le fait, mais comme mon partenaire ne connaît pas le langage, mon langage de l'amour, il le fait à sa façon et moi je ne le sens pas et donc je ne le comprends pas. Et j'en arrive à la conclusion que mon partenaire ne me rend rien. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est lorsque mon partenaire se rend bien compte que je m'exprime dans son langage, mais ne sait même pas qu'en retour, il doit s'exprimer dans le langage qui me convient. Que de la même manière que j'ai agi en son endroit de cette façon, lui aussi doit chercher les voies et moyens pour pouvoir exprimer son amour à mon endroit. Donc, pour me le faire savoir. Dans ce cas, comme mon partenaire ne le sait pas, c'est normal que je ne puisse rien recevoir et que je puisse sentir plutôt de la frustration. Mais là, cela suppose que mon partenaire doit être sensibilisé sur le fait que de la même manière qu'il est heureux de recevoir l'amour, lui aussi doit faire l'effort en retour de pouvoir aussi en donner. Parce que la relation de couple, c'est une relation de co-construction et il ne faudrait pas que si un couple doit durer, il faut bien que chaque partenaire dans le couple puisse recevoir le langage de l'amour et en donner aussi à son partenaire. Donc, ça, c'est le scénario. Le dernier scénario, c'est lorsque le partenaire reçoit, mais ne veut pas du tout en donner. C'est-à-dire qu'il est heureux de le recevoir, mais ne veut pas du tout en donner, puisque nous avions dit que la relation de couple, c'est une relation de co-construction. Si un partenaire est dans une attitude de déni, de refus de donner, bon, ce n'est pas parce que j'aurais fait davantage que ça va, comment je vais dire, que ça va amener le partenaire à le faire, à réagir. Parce que le partenaire n'est pas dans une attitude qui va dans le sens de la co-construction. Et donc là, ce n'est pas la communication qui va être suffisante. En fait, nous avons sauté un point à cause du temps parce que je voulais véritablement aborder le sujet sur les 5 langages de l'amour aujourd'hui parce qu'on l'avait annoncé. Mais il y a un point, en fait, qu'on aurait dû aborder sur ce que c'est que l'amour. Parce que, pasteur, en fait, il y a tellement qui a été écrit sur l'amour. Mais à la réalité, entre tout ce qu'on a dit sur l'amour et ce que l'amour est en réalité, je pense que peut-être il faudrait que nous puissions avoir une session spécifique pour pouvoir discuter ensemble sur ce que c'est que l'amour. Parce que nous avons connu beaucoup de relations de couple qui sont nées parce que je suis tombé amoureux, je l'aime. Tout ce qu'on dit de l'autre, on ne voit pas, on voit juste le parfait qu'il y a chez l'autre. On est engagé, le cœur bat 2000 à l'heure. On sent qu'on ne peut plus vivre sans l'autre. On est convaincu que quels que soient les problèmes qui vont arriver, on va certainement les résoudre. Et tout cela, et on ne s'imagine même pas au problème, quel que soit le conseil qu'un tiers vous donne par rapport à ce que l'autre voit à tête froide, on est insensible à cela et on fonce dans l'amour. On n'est certainement pas dans l'amour. Donc, avant de parler de langage de l'amour, normalement, on aurait dû effectivement discuter ce que c'est que l'amour. Mais pour revenir donc à la question de Flore, je pense, de mon point de vue, que dans une relation de co-construction, c'est aussi le rôle
mon rôle en tant que partenaire, d'encourager l'autre, de le sensibiliser sur le fait que si nous voulons une relation dans laquelle chacun se sent heureux, il faudrait que l'autre, en retour, puisse savoir m'exprimer son amour. Parce que sinon, j'aurais le sentiment qu'il n'en a pas. Et pour que je puisse savoir qu'il m'aime en retour ou bien qu'elle m'aime en retour, il faut bien que l'autre puisse exprimer son amour envers moi dans un langage que je comprends. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement répondu, mais je serai bien disposé si elle a besoin, si elle veut de clarification ou pas satisfaisant. Oui, alors il y a quand même une constatation à faire. La première, c'est que au début de l'émission, j'ai posé la question, mais est-ce que les femmes étaient plus prédisposées à exprimer ce genre de langage, en tout cas le langage de l'amour? Mais je constate que dans nos regroupements hebdomadaires, la majorité est féminine. Et aujourd'hui, je peine à identifier les hommes qui assistent. Et peut-être qu'ils assistent aux côtés de leur compagne, peut-être qu'ils sont dans la pièce et entendent, mais il est certain qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes enfin, c'est une minorité invisible en tout cas, dans notre émission. Alors, il y a aussi Sherita qui voulait poser une question. J'aurais préféré qu'elle la pose de vive voix, ce serait peut-être plus simple. Oui, il avait parlé, il avait dit qu'il faut sensibiliser l'autre partenaire qui reçoit mais ne donne pas. Je demande alors, qui va sensibiliser ce partenaire? Comment le sensibiliser? C'est toi qui es concerné, toi qui sens le besoin, c'est toi qui vas le sensibiliser. Voilà, je comprends que il s'agit là, par rapport au conseil que j'ai donné tantôt, de dire que si on exprime l'amour, et je dis bien exprimer l'amour dans le langage que l'autre comprend, et que en retour l'autre ne nous le rend pas, j'ai dit qu'il faut sensibiliser. Et la question c'est, est-ce que c'est à moi qui fais déjà l'effort de montrer tout mon attachement et mon amour à l'autre de sensibiliser? C'est bien ça la question. Alors, si c'est cela la question, Sherita, je dirais, gardons à l'esprit une fois de plus. Une relation de couple, c'est une relation de co-construction. Si s'engager dans le chemin, si nous pensons que notre partenaire est réceptif ou bien peut être réceptif à notre conseil pour pouvoir effectivement appliquer, je dis, pourquoi remettre à plus tard? Puisqu'il s'agit, vous savez que si le partenaire ne peut pas vous exprimer son amour dans le langage que vous comprenez, vous n'êtes pas heureuse dans cette relation de couple. Il faut donc honnêtement pouvoir parler à votre partenaire pour interpeller votre partenaire sur le fait que vous souhaiterez que lui-même puisse identifier quel est le langage de l'amour que vous connaissez, voire l'aider à identifier ce langage de l'amour qui vous convient et l'inviter effectivement à exprimer son amour vis-à-vis de vous de cette façon-là. Ce n'est pas trop demandé parce qu'il suffit tout simplement d'essayer de continuer dans une relation dans laquelle vous êtes seul à donner de l'amour et de ne rien recevoir. Il vaut mieux, à mon sens, de pouvoir donner le conseil à l'autre, de pouvoir sensibiliser l'autre, parce que parfois, il peut arriver que l'autre ne le fait pas, juste par ignorance. Le pasteur vient de me dire là, quand il regarde sur la liste des participants, qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Alors, à supposer, nous finissons ce programme, vous parvenez à découvrir comment est-ce que quelles sont les techniques pour pouvoir déceler le langage de l'amour de votre partenaire. Vous avez fait tout ce chemin, vous l'identifiez et vous commencez à exprimer à votre partenaire dans ce langage. Mais il se trouve que votre partenaire n'a pas suivi le programme. Vous êtes seul à avoir suivi le programme. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que parce que vous aurez exprimé l'amour à votre partenaire, qu'il va vous le rendre
Non, je le dis autrement. Qu'il va vous le rendre dans un style que vous allez le comprendre. Parce que souvent, ce n'est pas que votre partenaire ne vous rend pas, mais c'est que très souvent, votre partenaire vous parle dans un langage que vous ne comprenez pas, dans un langage qui ne sied pas à ce que vous comprenez comme étant le langage de l'amour. Donc, le mieux, à mon sens, ce serait de pouvoir sensibiliser votre partenaire à effectivement comprendre quel est le langage qui est approprié pour vous, afin que si lui veut effectivement que de la même manière qu'il est heureux ou bien qu'elle est heureuse, lorsque vous lui exprimez l'amour dans le langage qu'il comprend ou qu'elle comprend, que vous aussi, vous serez heureux ou heureuse s'il exprimait l'amour dans le langage que vous comprenez. Parce que nous sommes dans un exercice de co-construction. Si chacun y apporte sa pierre à l'édifice et que ça marche, nous sommes tous deux bénéficiaires. Voilà ce que je peux donner comme élément de réponse. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est moi. Je voulais dire, est-ce que ce n'est pas alors plus simple quand tu es engagé dès le début, que ce soit pour un couple ou pas couple, de dire une fois que voilà ce que moi j'aime, qu'est-ce que toi tu aimes. Comme ça, on est d'accord dès le départ une fois que de s'embrouiller et de vouloir rectifier après. Est-ce que ce n'est pas plus simple dès le départ d'avoir une discussion et de savoir ce que l'autre aime et ce que tu aimes pour être sûr que vous vous comprenez? Effectivement, Flore, normalement, dans tout engagement, aussi sérieux que la relation de couple, il faut bel et bien que vous puissiez échanger entre vous pour savoir ce que l'un aime, ce que l'autre n'aime pas. Voilà, je pense que c'est extrêmement important. Mais pensez que cet échange que vous aviez fait au début, c'est suffisant parce que vous aviez fait cela au début, que ça va marcher, ça va rouler, aller de soi durant tout le reste de la vie de couple. Je pense que c'est une erreur. Une fois que vous êtes dans une relation de couple, je l'ai souvent dit dans le cadre de ce programme, vous n'êtes plus seulement vous, le vous que vous étiez, la personne qui était avant de venir dans la relation de couple. C'est un nouveau moi qui naît dans la relation de couple. Et parfois, vous vous découvrez vous-même une fois que vous êtes dans une relation de couple. Je ne suis pas sûr qu'une personne célibataire a une claire compréhension de quelle peut être sa réaction dans toutes les circonstances une fois qu'elle serait en relation de couple. Parce que parfois, en relation de couple, notre attitude est aussi dictée par la manière par laquelle l'autre réagit. Et nous réagissons aussi en fonction de cela. Donc, le simple fait de s'être échangé au début pour dire « voilà comment est-ce que je veux » n'est pas suffisant. Il faut que régulièrement, ça doit être un exercice régulier au cours de laquelle vous vous échangez, où il y a ces échanges où vous vous ouvrez. Nous avions dit au début, parmi les comportements qui permettent de fortifier le couple, c'est cette ouverture. C'est-à-dire que dans votre relation de couple, régulièrement, il doit y avoir des moments d'ouverture où vous vous ouvrez à l'autre pour pouvoir exprimer soit les choses les plus intimes, au plus profond de vous en termes de ce que vous voulez, ou bien en termes de ce que vous ressentez. Ainsi de suite. Tout cela, ça ne doit pas être quelque chose qui est fait une fois et qu'on considère que, comme cela a été fait, c'est une fois pour toutes. Eh bien, je réalise que le temps passe très vite. Nous avons fait du chemin aujourd'hui et je pense aussi que dès que nous serons séparés ce soir, eh bien, chacun ira de sa petite compréhension de l'émission et va commencer à faire du travail de maison. Pas seulement du télétravail, mais du travail de maison. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec le même thème et certainement entrer plus en profondeur sur les autres langages. Ce soir, je veux remercier Michel Kenway qui nous a permis de voir un petit peu plus clair dans la question. Et je pense aussi que ce serait peut-être bien que les maris, s'ils sont à proximité, qu'on ait au moins la possibilité de voir leur tête ou éventuellement, lorsque vous allez recevoir la vidéo qui sera prête ce soir de toute façon, que vous puissiez la regarder ensemble et peut-être commencer
à parler le même langage, au moins visuel. Bien, alors que Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Michel Kenboué et à la semaine prochaine. Merci, pasteur.